les intervenants de la journée pour participer à une table ronde que on va vous proposer en deux temps. Dans un premier temps, je vais poser quelques questions par rapport à ce qui s'est dit dans cette journée. Et dans un deuxième temps, je propose que vous preniez la parole, si vous le souhaitez. Je passerai le micro parmi vous. J'imagine qu'il y a quelques questions déjà prêtes. Donc n'hésitez pas à lever le bras tout à l'heure. Merci. Je voulais poser une question au docteur Roche, parce que tout à l'heure, vous avez dit qu'il y a environ 600 000 décès par an en France, dont 300 000 personnes qui pourraient bénéficier de soins palliatifs. Et malheureusement, il n'y a que 100 000 personnes, une sur trois, qui en bénéficient. Et il ne me semble pas que vous ayez donné la raison, finalement. C'est un manque de moyens. Il y a 24 ou 25 départements qui sont dépourvus d'USP. Donc dans la gradation, les USP, c'est les unités de soins palliatifs, des unités d'hospitalisation de référence. L'objectif, c'est qu'il y ait au moins une USP par département, par chef-lieu. Donc il y a déjà 25 départements qui n'en ont pas. Manque de moyens de personnel, alors un peu de sous, bien sûr, mais aussi, je vous apprends rien, on manque d'infirmières, d'infirmières spécialisées, on manque de médecins. Donc il y a des postes parfois vacants qui ne trouvent pas de personnes, je pense à des postes de médecins, il y a des postes vacants parce qu'il n'y a pas les soignants en face. Donc ça, c'est un manque de formation, mais que ce soit en soins palliatifs ou dans n'importe quoi, la psychiatrie, la pédiatrie ou je ne sais quoi, c'est partout pareil. Toujours est-il que le message, simplement, c'est qu'un tiers des personnes dont l'état de santé le nécessiterait ont accès à une médecine spécialisée pour les soulager. Qu'advient-il des deux autres tiers? Et est-ce qu'il faut légiférer sur provoquer une mort par euthanasie parce qu'on n'arrive pas à répondre à quelque chose qu'on sait faire? On n'invente pas la poudre, hein, on sait faire. Et c'est ça le problème. Or, ces 200 000 personnes qui meurent comme ils peuvent, c'est terrible pour eux. On disait il y a quelques années qu'il y avait un problème culturel aussi, que la France était en retard par rapport à d'autres pays. On donnait l'exemple du Canada, notamment, je crois. Enfin, on prenait des comparaisons pas forcément justifiées, mais on disait que la France avait du retard. C'est toujours vrai aujourd'hui, finalement. Alors, on donne toujours l'exemple du Canada. Sur le Canada, je ne sais pas comment ils sont soignés, mais c'est super. Hein. Ils sont beaucoup moins nombreux. Alors après, il y a de tels espaces et de tels machins que de toute façon, il faut bien qu'ils se démerdent autrement que nous. Donc, à commencer par des IPA ou des infirmières, etc., qui font le joint. Parce que, franchement, quand tu as un médecin tous les 500 km, c'est compliqué, quoi. Bref. Donc, objectivement, les soins palliatifs, c'est assez récent. La première USP en France, la première unité de soins palliatifs, c'est 84. En 84, évidemment, la moitié d'entre vous n'étaient pas nés, l'autre moitié, oui. Donc, moi, j'étais né en tout cas. La première USP dans le sud-ouest, c'est Châteauneuf-sur-Charente, 86. Marie-Galène, le CHU, c'est 95, à Bordeaux. Vous voyez, c'est des trucs qui sont assez récents. Pour autant, depuis la loi de 99, c'est vraiment notre loi fondatrice, 99, il y a vraiment des moyens qui ont été donnés. Et là, clairement, donc Madame Met est partie, donc on peut se le dire, la loi qui doit être... le projet de loi est scindé en deux. La première partie, c'est développement des soins palliatifs. Parce que, objectivement, ça ne tient pas la route de dire on va légaliser une mort provoquée si on n'a pas les moyens de soigner les gens déjà convenablement. Alors après, ça se heurte à est-ce qu'il y a des personnes en face. Mais honnêtement, je ne suis pas sûr qu'on soit très, très en difficulté. Vous avez vu sur la carte, le département est complètement maillé de façon congruente avec des équipes mobiles qui interviennent partout. La Gironde, aujourd'hui, c'est 3 USP sur Bordeaux Métropole, Marie-Galène, le CHU et Bagatelle. Une à Libourne qui doit ouvrir, une à Langon qui doit ouvrir. Donc on va avoir 5 USP, donc c'est beaucoup. Alors 5 USP, ça fait 50 lits. Hein. On ne s'enflamme pas non plus. Hein. Parce que c'est une USP, c'est 10 à 12 lits. Hein. Mais c'est quand même, on n'a pas rien. Et on ne peut pas dire qu'on est le parent pauvre et qu'on est les mal-aimés, machin, on ne se plaint pas. Voilà. Mais il y a encore 2 tiers des patients qui n'ont pas accès à des soins spécialisés. Juste au niveau de la formation, savoir que nous développons des formations sur 3 jours pour les soignants, infirmières et soignants. Donc nous, c'est l'équipe mobile. On va sur site, on va dans les établissements, on a des formations en intra. Donc voilà, c'est la réaction de la collègue aide-soignante, elle est
tellement banal que voilà, c'est évidemment que ça fout la trouille. On est un peu bizarre. Mais voilà, on sait qu'il faut faire de la formation, de l'information. On n'est pas là, on n'est pas devant vous par hasard, quoi. Je veux dire, moi, je bosse là. Je suis pas l'air, mais je bosse. Merci. Et pour ce qui concerne les bénévoles, donc Gérard, Catherine, il m'a semblé saisir ce midi des bribes de conversation où vous disiez que finalement le besoin de formation, qui est certainement indispensable, hein, vous l'avez sous-entendu, c'est aussi un frein quelque part. Alors, je réfléchissais là. Dans notre association, finalement, où on est presque la seule sur le département, entre les 3 antennes, Libourne, Bordeaux, Arcachon, on représente 50 personnes. C'est dérisoire. C'est dérisoire. Donc, c'est pour ça. Merci à ceux qui ont mis leur nom sur la liste, là. Ça ne veut pas dire qu'ils vont s'engager comme bénévoles, mais on a un contact. Hein. C'est la première fois qu'on a autant de noms d'un seul coup. Merci beaucoup pour cette réunion. Vous êtes au bon endroit, ouais. Oui, je vais reparler de la formation. Il y a une formation initiale. Après la formation initiale, on est coopté, on est en stage. Et tout au long de notre bénévolat, on fait des formations continues. Parce que c'est pas, ce que nous faisons, c'est pas toujours évident. Et on doit toujours être au mieux de notre bénévolat. Donc on fait des formations sur la fin de vie, sur nos motivations, sur... les directives anticipées, par exemple, parce qu'on a essayé, nous bénévoles, de faire nos directives anticipées, d'en parler. On fait pas faire les directives anticipées aux personnes malades, mais on en parle. Voilà, on doit être toujours, alors au top, c'est peut-être orgueilleux de dire ça, mais on se surveille mutuellement pour être... d'attaque pour faire ce que nous faisons. Il y a une formation continue aussi pour vous ? Oui, la formation continue, oui, c'est ce que je disais. On est obligé de faire une formation continue. On va au congrès SFAP aussi régulièrement pour pouvoir être bien dans nos baskets. Quand on rentre dans une chambre d'une personne qui est en fin de vie, il ne s'agit pas de pleurer ou de se dire qu'est-ce qu'on fait ou qu'est-ce qu'on dit ou qu'est-ce qu'on ne dit pas. Donc il faut qu'on soit toujours centré. Et quand nous sommes malades, quand nous avons un deuil proche, nous nous arrêtons. Et si on ne s'arrête pas, d'autres bénévoles vont nous dire tu te mets un peu en pause et tu reprendras dans quelques temps. Et moi, ça m'est arrivé de m'arrêter 1 mois ou 2 mois pendant l'été, par exemple, en me disant zut, il n'y aura personne dans ce service. Mais je pense que j'ai bien fait parce que quand on revient, on est quand même beaucoup mieux et beaucoup plus en ouverture par rapport aux personnes malades. Donc je crois que notre santé physique et morale, elle est importante si on veut donner quelque chose et être au mieux de notre accueil et notre bénévolat. Oui, alors juste un tout petit tour rapide et ensuite je vous donne la parole. Je voulais avoir le sentiment de ceux qui souhaitent réagir sur le fait qu'une journée comme ça soit organisée dans laquelle on parle de médecine, on parle de soins palliatifs, mais on parle aussi de phénomènes entre guillemets plus bizarres qui étaient associés à ce qu'on appelle le paranormal il y a encore quelques années. On parle d'expériences de mort imminente, on évoque la médiumnité. Voilà, ce sont des choses qui sortent quand même un peu du cadre pour le coup. Qu'est-ce que vous en pensez, le fait qu'on puisse parler de ça dans un même cadre? Qu'est-ce que ça vous inspire? Docteur Myriam, vous avez le micro. Profitez. Oui, c'est une question, je vous remercie de me l'avoir posée, parce que ça me laisse un peu perplexe parfois, ces associations. Alors maintenant, on est beaucoup, vous avez parlé là des trans chamaniques, etc., du DU de trans chamanique, qu'effectivement, il y a une collègue qui l'a fait. On est beaucoup dans ces disciplines un petit peu satellites et qu'on redécouvre aussi, parce que je pense que les trans chamaniques ne sont pas une nouveauté. Il y a d'ailleurs un livre qui a été écrit, alors je crois que c'est Stéphane Alix, sur les morts imminentes et les épisodes de mort imminente, oui, et où il commence son livre sur les morts imminentes et il termine après avoir passé 2 ans donc dans des sociétés primitives pour participer aux trans chamaniques, et il fait une espèce de parallèle.
oui, pourquoi pas. Moi, je dois dire que je suis un petit peu sceptique, pas par rapport à l'intérêt que ça peut avoir pour les patients, mais à la difficulté de les associer. Voilà. Après tout, voilà. Et deuxièmement, la deuxième chose, et d'ailleurs, on voit donc, il y avait une invitation, pardon, c'est vous, avec Mathieu Ricard, enfin, un moine tibétain, en fait, on recherche une sorte de spiritualité. Et pourquoi on a besoin de tant de spiritualité? Bon, c'est peut-être le monde contemporain, etc. Mais parce qu'en fait, il n'y a plus de guide. Et je crois que ce qu'on retrouve au niveau des problématiques de la mort, du post-mortem, on va dire, c'est en fait qu'on n'a plus de schéma sociétal unique et univoque. Voilà. Alors moi, je détiens pas la vérité, mais c'est vrai que l'association avec ces phénomènes que l'on ne connaît pas bien et qui ont probablement une explication qu'on ne connaît pas, avec, dans la limite de nos connaissances, avec ces expériences de mort imminente où aussi il y a certainement des phénomènes biologiques, etc., ça me paraît un peu difficile, mais c'est dans l'air du temps. Et peut-être que dans quelques temps, on aura fait des ponts très clairs entre les deux. Merci. Quelqu'un veut réagir? Ce qui justifie l'existence d'une association comme Cyclamen et je suppose aussi Trace une diagonale, c'est le fait de pouvoir donner la parole à des gens qui peuvent la prendre légitimement, comme les intervenants de ce jour, pour un public qui a une demande et qui peut venir sans la peur du regard d'autrui, en sortant vraiment du préjugé, pour avoir une information qui soit saine et pas aller picorer n'importe quoi sur Internet, parce que pour ces dernières années, ça devient vraiment un fléau grandissant où on trouve tout et son contraire et où il y a des dérives possibles. Donc les ponts seront peut-être faits un jour, je l'espère. En tout cas, ce qui est vrai pour moi qui ai reçu pas mal de personnes qui ont fait une expérience de mort imminente, ils me ramènent tous à leur frustration de voir que la partie qui est constamment examinée est la partie biologiquement discutable et qui est toujours à argumenter, à justifier. On cherche la preuve de la preuve de la preuve. Et en attendant, eux n'arrivent pas à exprimer ce qu'ils ont vécu de majeur et qui a fait que leur retour à la vie a été une véritable transformation. Les valeurs ont vraiment changé. C'est d'ailleurs un petit peu ça aussi du point de vue de Bruce Greyson, qui disait qu'on ne pouvait pas mettre sur le dos d'hallucinations ou de pathologies psychiatriques ou psychologiques cette transformation. Elle allait vraiment dans le sens de la validation de l'expérience spirituelle majeure qui avait été vécue. Et maintenant, Christophe Fauré le dit, et ça a été évoqué aujourd'hui, les expériences de mort partagée, là aussi, vont dans le sens de l'invalidation des problèmes techniques, je vais les résumer comme ça, mais de manque d'oxygénation du cerveau, etc., qui pourraient expliquer en partie les états de décorporation. Et voilà. Oui, en tout cas, il faut une grande humilité face à tous ces phénomènes. Il y a un grand mystère, en fait, derrière ça. Je voulais l'avis de Baptiste Vollet là-dessus. Ce que je voulais dire, c'est qu'on ne sait pas beaucoup de choses et que probablement il y a beaucoup de choses qui interviennent et qu'on a à la fois des phénomènes probablement biologiques qu'on ne peut pas nier et qu'on ne connaît pas forcément, mais qu'il y a forcément autre chose, et ça je suis d'accord tout à fait avec vous, mais c'est justement parce qu'on ne sait pas trop ce qui fait quoi que ça me paraît un petit peu difficile de juste imposer. Voilà. Mais c'est dans cette idée-là, parce que je suis tout à fait d'accord avec vous, qu'il y a des choses qui nous échappent et qui nous échapperont certainement toujours à la science dure, entre guillemets. Mais je pense qu'il ne faut pas... C'est complémentaire, mais on ne sait pas comment. Voilà. Moi, j'ai un mot qui me vient, c'est le discernement. Voilà, c'est peut-être un mot simple, mais il vient vraiment poser. Le lien, il peut se faire avec du discernement, c'est-à-dire être dans l'écoute, bien sûr, mais aussi de l'autre côté, donner des pistes, mais aussi des garde-fous, et puis surtout voir l'impact, puisque après, moi, je ne remettrai jamais en cause quelqu'un qui va me raconter, au contraire, c'était tout le discours, hein, de valider ce qui a été dit. Et puis après, d'ouvrir la discussion de maintenant, qu'est-ce qu'on en fait?
parce que c'est beau d'avoir des expériences spirituelles et tout ça, mais qu'est-ce qu'on en fait en fait dans cette vie-là? Comment on fait? Qu'est-ce que ça change? Qu'est-ce que ça transforme? Et c'est là tout l'accompagnement, et c'est là notre rôle peut-être de médecin, d'être là encore plus présent, plus ouvert, et de permettre de faire le point et d'orienter. Et puis après, les gens feront leurs expériences, qu'elles soient, il n'y a pas de bonne ou mauvaise, voilà, mais globalement, pour moi, c'est vraiment discernement, discernement et discernement. Dernier mot, parce qu'on parle de mystère, et le grand mystère pour moi, c'est le phénomène de lucidité terminale, parce que ça remet en question quand même certains présupposés. Le fait que des patients Alzheimer, par exemple, retrouvent la mémoire, techniquement, biologiquement, c'est pas possible. Donc ça pose des questions que vous, psychologues, vous posez aussi, mais qui est plus une problématique de neuroscientifique peut-être, et peut-être aussi qui est plus étudiée dans les pays anglo-saxons, si j'ai bien compris, Marine. Alors oui, effectivement, ça vient poser des questions à notre paradigme matérialiste, et c'est effectivement plutôt la recherche anglo-saxonne qui se pose la question, notamment aux États-Unis, où eux, en fait, ils travaillent plus sur la lucidité paradoxale. Donc c'est pas tout à fait la même chose. Ça se recoupe avec la lucidité terminale. C'est tous ces moments d'éveil, de regain de vigilance, uniquement dans les troubles neurodégénératifs, et pas uniquement à l'orée de la mort. Parce que c'est quelque chose qu'on observe parfois des années avant que la personne ne décède de cette maladie-là. Et donc, eux, ils travaillent plutôt sur cette question qui, du coup, là, vient bien mettre au défi ce qu'on connaît actuellement de ces troubles neurodégénératifs, sans pistes, enfin, en tout cas, sans quelques pistes, mais qui ne sont pas extrêmement probantes. Quelques recherches sur des mécanismes, notamment au niveau des neurotransmetteurs, qui pourraient expliquer certains épisodes, mais pas tous, donc on continue de chercher. Mais en tout cas, eux, ils accentuent notamment ce travail-là pour en fait essayer peut-être de trouver des pistes pour que justement ces troubles neurodégénératifs, et notamment la maladie d'Alzheimer, soient peut-être réversibles si on arrive à trouver des pistes. En tout cas, ça reste intéressant aussi à réfléchir dans ce que ça vient remettre en question, et voilà, on sait bien que la science, elle repose aussi sur la question d'être en permanence mise au défi, de pouvoir apporter quelque chose de sa solidité, mais de pouvoir aussi être remise en question, réfléchir, retravailler, et c'est comme ça qu'on progresse. Merci beaucoup. Alors oui, on a évoqué le nom de Stéphane Alix. C'est intéressant parce que la lucidité terminale, il en est question dans son livre aussi, et j'en ai parlé à propos du livre de Moody, mais Stéphane Alix en parle aussi, et son livre, vous le savez peut-être, La mort n'existe pas, qui est là-haut, il fait partie des best-sellers de l'année 2023, et ça prouve qu'il y a un intérêt, vraiment une demande en tout cas du grand public pour ces questions-là. Et Stéphane, moi je le félicite parce que je le connais bien, et c'est un journaliste, et il a fait son enquête depuis des années sur ces sujets. Et là, il rencontre un succès phénoménal. Il était invité à l'Express avec les meilleurs vendeurs de livres de l'année, donc avec des Amélie Nothomb, avec des gens comme ça. Et on est tous un peu jaloux, tous les auteurs. Mais en tout cas, ça fait plaisir de voir qu'il y a cet intérêt pour ces sujets. Alors, j'avais vu une main se lever ici, c'était vous. Dominique Alliance, je suis avec mes collègues. Je voulais juste rebondir par rapport au sujet de la formation. Donc ça a été évoqué, la formation que l'on déploie est encadrée par un cahier des charges guidé par la SFAP. Et entre autres, la question que je voulais évoquer, c'était les problèmes de financement. Donc les 180 associations dont on parlait ce matin qui sont estampillées SFAP, qui répondent à leur cahier des charges, touchent des fonds pour financer une partie de leur financement. Et on assiste aujourd'hui à un truc un peu chelou, c'est-à-dire que d'un côté, quand on voit les nouveaux textes, les nouvelles réflexions, le bénévolat c'est bien, il faut qu'on en fasse plus, qu'on forme plus de bénévoles, etc., etc. Et malheureusement, ce qu'on constate, cette année, on est passé au travers, les budgets ont été reconduits, l'année prochaine encore, mais on sait que à partir de 2026, il y a en gros une coupe sombre d'environ 40% globalement de nos financements. Donc voilà, c'était juste pour partager ce propos et dire qu'encore une fois, il y a une volonté affichée, mais
les moyens ne sont pas toujours là. Oui, alors... Ça tombe bien parce que je rebondis sur ce que vient de dire le monsieur. Ma question s'adresse au docteur Roche. Autant que vous le sachiez, quels sont pour l'avenir vos moyens de financement, on va dire sur un horizon de 5 à 10 ans, sachant qu'avec le vote sur le suicide assisté, qu'importe comment on l'appelle, le nombre de lits, me semble-t-il, le nombre de lits en soins palliatifs sera réduit, sachant qu'on est dans une société qui a une forte vocation utilitariste, c'est-à-dire que dans la mesure où tu es utile, où tu sers à quelque chose, tu as la raison de vivre. À partir du moment où tu ne sers plus à rien, surtout économiquement, on va quelque part faire pression sur toi pour que tu aies envie un jour ou l'autre de mourir. Alors, partant de là, et puisque le monsieur vient de dire qu'il y avait encore des réductions de financement, est-ce que vous envisagez quand même que sur un horizon, ma génération, je ne sais pas, dans 20 ans, si on se projette, on aura droit valablement sur toute la France à un soin palliatif avec autre chose que des bénévoles, parce que les bénévoles c'est très bien, mais il faut aussi des professionnels. Sachant que moi j'ai un père décédé récemment qui n'avait même pas, je dirais, des soins adaptés donnés par des généralistes qui ne savaient d'ailleurs pas, alors c'était hors Gironde, hein, mais la France c'est pas la Gironde, qui ne savaient d'ailleurs pas comment on traitait un troisième âge spécifiquement. Parce que je pense que pendant les études de médecine, on ne connaît pas forcément les médicaments qu'il faut donner au troisième âge, type vitamine D, parce que moi je lui ai suggéré. Enfin bon, c'est anecdotique, mais ça traduit aussi certaines situations. Pareil pour les infirmières à domicile et les auxiliaires de vie, j'en parle même pas. Alors c'est pas forcément le reflet de tout ce qui se passe, mais c'est aussi le reflet d'une société qui a tendance à niveler vers le bas, à mon humble avis, la manière dont on s'occupe du troisième âge et dont on pourrait s'occuper du troisième âge dans l'avenir. Merci. Vous pouvez passer le micro au docteur Roche, s'il vous plaît, merci. Ben, ça m'aura arrangé que vous ne me passiez pas le micro. Hein. Il y avait une question, il me semble, non ? Alors, que vous dire ? Aujourd'hui, les financements tels qu'ils sont établis en 2024, c'est pour la partie hospitalisation à l'activité, c'est-à-dire en gros un séjour de soins palliatifs génère tant de sous, tant d'euros, et avec les séjours que nous générons, nous pouvons nous payer le personnel, le matériel qui va bien. D'accord ? Ça, c'est la règle. Cette règle, on sait qu'elle marche sur la tête. Donc ça, c'est issu des ordonnances Juppé 95, la T2A, ce qu'on appelle la tarification à l'activité. On sait qu'on marche sur la tête avec ce système-là et que ça ne marche pas. Et d'ailleurs, le déficit des hôpitaux étant abyssal, on voit bien que ça ne fonctionne pas. Alors, parmi les réformes de tarification du président Macron, il dit on arrête la tarification au tout T2A, ou toute activité, en induisant des histoires, alors notamment sur la qualité des soins, notamment sur le parcours, notamment, etc., avec des formes. Enfin, pour l'instant, c'est encore à l'état de réflexion. Donc ça, c'est pour l'hospitalisation. Je ne suis pas tout à fait capable de vous répondre. La seule chose que je sais, c'est que l'activité hospitalière de soins palliatifs est presque exclusivement publique, ce qui doit probablement générer que ce n'est pas très rentable. Sinon, ça serait l'inverse. Sur la tarification équipe mobile, donc là on est sur des budgets en gros à dotation, hein, on nous donne des sous pour faire fonctionner l'équipe. La règle de tarification est revue pour l'année 2024. Il y aura une base socle, une base en fonction de l'activité. L'enveloppe est contrainte au niveau de la région, c'est-à-dire que si des équipes ont plus, ben par définition des autres auront moins. Donc on se bouffe la même partie de gâteau les uns les autres. Dans le développement annoncé de l'évolution législative, il doit y avoir un plan décennal de développement des soins palliatifs. Je ne sais pas ce qu'il y a dedans. Je ne sais pas ce que ça veut dire. Ça fait 25 ans qu'il doit y avoir un droit d'accès aux soins palliatifs. C'est 25 ans qu'il n'y est pas. Alors, je ne suis pas né tout à fait de la dernière pluie. Je pense que dans 10 ans, ça n'y sera toujours pas tout à fait, mais on s'en rapproche. Sur la deuxième partie de votre intervention, alors la partie formation au sens large, un jeune médecin qui sort a entendu parler de soins palliatifs pendant ses études, de mémoire, c'est 7h30, pendant ses 10 ans d'études. Ça laisse rêveur. Mais c'est comme ça. Donc qu'un médecin installé standard, un bon médecin, bien formé,
n'ait aucune idée du maniement dentalgique, etc., c'est assez normal. Voilà, parce qu'il n'a jamais été formé. Et pour autant, il y a des lieux de stage, nous on a des internes, on a un accueil, etc. Bon. Donc bien sûr qu'il y a des inégalités d'accès sur le territoire avec des gens, c'est pas qu'ils n'ont pas envie de faire, c'est qu'ils savent pas, c'est tout. Je veux dire, moi, il y a des trucs, je sais pas faire. Hein. Alors, honnêtement, ne demandez pas de soigner votre enfant, c'est pas la bonne adresse, quoi. Hein. Je saurais pas faire. Sur la partie après plus, j'ai envie de dire plus polémique, est-ce que légiférer l'aide médicale à mourir, pour dire l'euthanasie, puisqu'on ne sait pas quelle forme ça va avoir, va résoudre des coûts de santé? C'est possible. Je prétends, et voilà, qu'effectivement, légaliser l'euthanasie, ça veut dire qu'il y ait des vies qui ne valent plus la peine d'être vécues. Voilà, donc je vous le fais comme ça, hein, je vous le sors direct. Hein. Des vies qui ne valent plus la peine d'être vécues, bah oui, alors les vies de certaines personnes qui ont des souffrances, machin, etc., puis aussi peut-être qui ont des souffrances morales terribles, puis des handicaps, puis les polyhandicapés, et puis les Alzheimer, et puis etc., etc., etc. On va résoudre, c'était pas la peine de faire la réforme des retraites. Je veux dire, c'est bon, pour passer la retraite à 55 ans, pépouse, parce qu'il va y avoir du monde qu'on va expédier. Et puis en plus, alors les soins palliatifs, ça coûte cher. Ouais, ça coûte un peu cher. Je veux dire, un séjour en soins palliatifs est tarifé, alors parfois ils sont un peu longs hein, chez nous, mais voilà, on gagne un peu plus de sous parce qu'on a plus de moyens, enfin, on met plus de moyens derrière, hein, ça se tient. Hein. Et je ne suis pas sûr qu'on équilibre les comptes, hein, d'ailleurs. Mais honnêtement, un hôpital de jour, parce que ça sera en ambulatoire, hein, où vous rentrez le matin, on vous euthanasie, vous sortez le soir, la durée de séjour est limitée. Elle est sans aucune marge sans aucune latitude, il n'y a aucun problème. Le résultat est assuré, il n'y aura pas de plainte pour l'établissement. Oh, c'est hyper rentable. Hein. Et pour la société, effectivement, dans la mesure où ça ne vaut pas tout à fait le coup, bah, voilà, bon, bah, on n'a pas besoin de faire des Scooby-Doo, quoi, hein, c'est réglé, quoi. Hein. Il y avait encore une question ici. Question assez courte, s'il vous plaît. Bonjour. Ma question, c'est, j'ai l'impression que dans nos sociétés actuelles industrialisées, on voit le cycle de la vie et la mort comme une dualité. Moi, j'ai toujours vu comme une continuité. On vit, on meurt, c'est les choses de la vie. Je le vois au potager aussi, pour faire une image en parallèle. Est-ce que c'est que dans nos sociétés? Je sais pas. Depuis quand on voit la vie, la mort comme une dualité? Est-ce que c'est parce que c'est utile qu'on revient à ces mots-là d'utilité dans la société qui permettent de nous classer, de nous dire des choses comme ça? Je ne sais pas, c'est une question ouverte, je ne sais pas qui peut répondre à ça, mais voilà, le côté dualité, la vie, la mort, est-ce que c'est que chez nous? Est-ce que c'est que dans les sociétés industrialisées ou voilà. Je ne sais pas s'il y a une dualité. Ce qui est sûr, c'est qu'on a beaucoup escamoté la mort. On médicalise beaucoup la mort. La mort, c'est dans les hôpitaux. On meurt plus, ou plus beaucoup, et on est les premiers à le savoir, hein. On meurt plus beaucoup dans les familles, à l'ancienne. Alors, est-ce que ça veut dire que... Et c'est probablement ce phénomène-là qui fait que la mort nous est insupportable, bah, la société, qu'il faut escamoter la mort et accélérer la mort. Tout ça, ça va ensemble. On ne la voit plus comme ça. Ce n'est plus un problème. Alors... je sais pas, moi je ne suis pas ethnologue, j'ai pas d'idée. Probablement que toutes les sociétés occidentales sont pareilles. Est-ce que c'est de l'utilitarisme? J'ai envie de croire qu'il n'y a pas que de l'utilitarisme. J'ai envie de le croire, je me gourre peut-être, hein, je suis peut-être naïf. Je crois vraiment que répondre à la demande de mort provoquée pour une société, aujourd'hui, c'est quelque chose qui est un progrès social dans l'esprit du législateur. C'est pas qu'il a envie de faire partir un certain nombre de personnes. Enfin, je veux dire, c'est bon, les nazis ont fait ça avant nous. Hein. Là, pour le coup, c'était utilitariste, c'est clair. Bon, c'était réglé. J'espère qu'aujourd'hui, dans l'esprit du législateur, on n'en est pas là. Voilà. Pour autant, je prétends qu'on va ouvrir une porte avec la mort provoquée, on va faire sauter un interdit, et qu'on va finir par se poser la question, est-ce que cette vie vaut la peine d'être vécue?
Et du jour où on se pose la question, aujourd'hui on ne se la pose pas, toute vie vaut la peine d'être vécue, et Dieu sait qu'on est les premiers à dire, il faut que ça s'arrête cette vie, je veux dire, ça, voilà, c'est difficile, le patient n'est pas bien soulagé, sa famille de souffrance, enfin, je veux dire, on n'est pas dit oui, hein, on sait que c'est pas drôle, hein, toujours, même si on se marre bien, mais pas trop, quoi. Hein. Donc évidemment que des fois c'est difficile, mais on a cet interdit. Le jour où on l'a plus, tous les pays qui en ont fait l'expérience, alors après c'est toujours très, très compliqué parce qu'on va parler d'euthanasie clandestine alors par définition chiffrer un truc clandestin, c'est un grand moment. Voilà. Alors ça les politiques ils savent, hein, je veux dire, ils connaissent la fraude fiscale, ils connaissent machin, ils connaissent tout. Tout ce qui est clandestin ils savent très bien. Bon moi j'ai un peu de mal. Bon, cela dit, on sait qu'en Belgique il reste des euthanasies qui ne sont pas déclarées. Zut, ils ont un système machin et 100% des euthanasies déclarées sont conformes au cahier des charges. Évidemment, si vous n'êtes pas tout à fait dans les clous, que le patient ne peut pas tout à fait consentir, que la famille, que la maladie, que ceci, cela, mais pourquoi on ferait un dossier? De toute façon, vous savez bien que c'est autorisé. Pourquoi on irait s'emmerder à ouvrir un dossier? Et donc finalement, on n'a pas réussi à régler toutes ces euthanasies qui sont sous le manteau. Il y en a en France. Et moi, ça me choque. Alors oui, ça me choque et ça ne me choque pas. Les cas d'euthanasie qui sont récupérés en France aujourd'hui finissent devant les tribunaux. Aujourd'hui, à peu près 100% des condamnations sont ou des acquittements ou des condamnations sans peine ou rien du tout. Donc l'idée, c'est pas d'aller condamner des méchants. Moi, c'est pas mon propos. Les gens, ils font ce qu'ils peuvent. Et à mon avis, euthanasier, c'est pas la bonne réponse. Mais on fait ce qu'on peut. En revanche, il y a quand même une réponse sociétale aujourd'hui, qui est le tribunal, le juge, et puis qui n'est pas là pour renfoncer, sauf si c'est un serial killer. Alors il y en a eu quelques-uns, hein. Il y a eu Christine Malèvre, il y a eu quelques serial killers dans les hôpitaux. Hein. Bon, alors eux, ils ont fini effectivement en prison. Mais le médecin ou l'infirmière, enfin en l'occurrence le médecin qui fait ce qu'il peut parce qu'il est démuni, qu'il n'a pas appris, etc., qui pense qu'euthanasier de son patient est la bonne réponse, en conscience, il finit devant le juge, il va être condamné sans peine, il ne sera pas suspendu ad vitam aeternam, mais au moins il y a une réponse, et une réponse qui est humaine, une réponse de notre société. Et moi je trouve que finalement c'est pas si mal comme système. C'est peut-être pas votre question, mais c'était ma réponse. Hein. El Kabash. Alors on va enchaîner, on va avancer parce que moi je voudrais donner un élément de réponse aussi sur la question de la dualité. Parce que si vous vous tournez vers les visions du monde des peuples racines, et tout à l'heure il y a un mot qui a été lâché par Myriam Caden qui est le mot primitif, je pense que c'est une vision de l'ancien monde. Aujourd'hui ces peuples-là ne sont pas considérés comme des peuples primitifs. Je l'ai évoqué ce matin, il y a un tournant ontologique en anthropologie qui considère que leurs visions du monde sont tout aussi valides que les nôtres, et en l'occurrence la vie et la mort font partie d'un cycle, et ils n'ont pas du tout le même regard que nous sur la mort en l'occurrence, et c'est pas du tout dramatique. C'est juste un aparté que je fais parce que vous pouvez lire un très bon numéro du magazine Native dont je m'occupe, qui a consacré un dossier à vivre, mourir et renaître justement sur ce thème-là. Voilà. Question ici. Bonjour. J'ai pas bien compris. Il y a une petite précision que je vous demanderai, docteur Roche, c'est que j'ai pas compris l'allusion. C'est pas vous en particulier, mais j'ai pas compris l'allusion. Enfin, la référence au nazisme, j'ai pas complètement compris. Et deuxièmement, j'ai une autre question qui est assez simple. C'est que font-on du choix? Parce que en fait, c'est les patients qui sont concernés. Je crois qu'ici, en fait, il n'y a aucun patient. Et que fait-on du choix? Est-ce qu'une loi, qu'elle soit pour le suicide assisté ou l'euthanasie, est-ce que ce n'est pas simplement une proposition de choix et pas une obligation de faire quelque chose? Et parfois, est-il possible qu'un malade dans une situation de phase terminale, enfin, ou en tout cas avec un projet de vie assez restreint, le fait d'avoir le choix lui permette finalement d'avoir une fin de vie plus apaisée? Alors, on est au cœur du problème. On va évacuer la première partie de votre question. Les nazis euthanasiaient les gens qui n'avaient une inutilité sociale, à commencer par les grands handicapés. Non, mais c'était le même terme, et je vous dis pourquoi on parle de ça. On parle de l'utilité sociale. À partir de quand je suis inutile? Alors j'ai bien compris que ce n'était pas du tout votre propos, hein, vous inquiétez pas, et on va pas polémiquer sur le sujet, et je suis le poil à gratter, mais c'est pour vous dire que finalement, quand on commence
à faire sauter des interdits. Aujourd'hui, on est dans une démocratie absolue, il n'y a aucun problème, quoi qu'en disent certains. Demain, alors on me disait dans 20 ans ou 25 ans, et j'en ai aucune idée. Voilà. Quel est l'état de la démocratie américaine? J'en ai aucune idée, même dans 6 mois. OK. Comment on sera en Europe dans 25 ans? Je n'en sais rien. Et faire sauter un interdit, c'est toujours un peu embêtant. Le choix, est-ce qu'on est en société des personnes uniquement libres et indépendants, ou est-ce que faire société, c'est aussi ce que disait Cécile, être des humains qui nous donnons la main? Ce que l'on voit, nous, c'est beaucoup de personnes qui ont des demandes euthanasiques quand ils rentrent chez nous. Alors, je n'ai pas de chiffres, mais c'est au moins la moitié de nos patients qui disent « j'en peux plus de vivre ça ». Et ça s'entend. Et heureusement, et il faut vraiment, c'est un acte de soin évident de dire « mais oui, j'entends ce que vous dites ». Mais au-delà de ça, qu'est-ce que vous vivez? Et c'est là qu'on commence à tirer le fil. Qu'est-ce qui est insupportable dans cette vie? C'est des douleurs, c'est de l'essoufflement, c'est la constipation, c'est la bouche dégueulasse, c'est je peux pas bouffer, c'est ceci, c'est cela, c'est ma famille qui me regarde pas, c'est enfin bref, ok, c'est plein de choses. Mais c'est ça notre boulot, c'est d'aller récupérer ça. C'est pour ça que c'est pas simple et que moi je sais pas faire tout seul, il n'y a aucun doute là-dessus. Le concours de F1 ou de fauteuil roulant machin. Alors si, ça je saurais faire, mais Cécile le fait mieux que moi. Enfin voilà, c'est tout ça qui fait que. Et in fine, à l'arrivée, on a plus de demandes euthanasiques. Alors peut-être parce que les gens, encore une fois, disent, mais de toute façon, ils n'écoutent rien. Possible, hein. Tout est possible, hein. Moi je suis prêt à tout entendre. Hein. Peut-être que finalement, en s'occupant de nos personnes malades, on arrive à atténuer ces demandes de mort et ces demandes de provoquer la mort. Et ce qui nous importe, parce qu'en face de la liberté de chacun, il y a aussi ce qui l'engage, en quoi il engage les autres, en quoi il engage sa famille à faire cette demande. Et comment vivent les survivants de sa famille avec cet acte d'euthanasie, qui est un acte complètement de liberté. Je suis tout à fait d'accord avec vous, hein, mais objectivement, qui engage un petit peu les autres. Et puis comment il engage les soignants, parce que voilà, comment ça va se passer pour le soignant qui va... Alors c'est l'acte ultime d'amour, l'acte ultime de soin. T'as raison, il faut vivre avec derrière. Hein. Surtout qu'on sait qu'on peut faire autrement. C'est ça le problème. On peut soulager tout le monde. Est-ce que c'est le cas aujourd'hui? La réponse est à l'évidence non. Ce que je vous ai dit, nos 200 000, nos 2 tiers qui passent à travers les écrans radars, à l'évidence, ils ne sont pas soulagés. Et à l'évidence, ils ont des morts minables. Et je suis, comme vous, révolté par ces morts-là. Et encore plus que vous, si je peux dire, même si ce sont des gens que vous connaissez, voilà, mais on en connaît tous, des gens qui sont morts comme des chiens. C'est dégueulasse. Et on est d'accord. Mais moi, je peux vous garantir, alors ça fait pratiquement 30 ans que je suis tombé dans la marmite des soins palliatifs et 25 ans que je fais ça exclusivement. Donc bon, j'ai quelques milliers de patients accompagnés. Que notre équipe soignante, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, ne bouge pas. Ça veut dire que les infirmières, les aides-soignantes, elles sont extrêmement fidèles et malgré tout ce qu'elles vivent et toutes les difficultés, finalement, il y a quelque chose qui fait qu'elles restent dans ce travail-là et que leur travail et leur vie a du sens, leur vie professionnelle, j'entends, a du sens dans cet accompagnement. Alors, on a très peu de turnover, très peu. Alors, il y a voilà, la grossesse, le machin, des gens qui déménagent, c'est la vie. Hein. Mais des gens qui partent en claquant la porte, j'en ai pas le souvenir. Et en revanche, c'est sûr que la liberté de chacun, dans la mesure où il est bien soulagé, où il a tous les trucs, hein, enfin voilà, il n'y a pas de problème, hein, qu'il continue à embarquer tout le monde avec lui, moi je dis régulièrement à mes collègues d'un patient, le patient n'a pas tous les droits. C'est incroyable ça. Hein. Parce qu'on n'arrête pas de parler du droit des malades, machin, etc. Je dis, le patient, il n'a pas tous les droits. Il n'a pas le droit de nous embarquer dans la tombe avec lui. Alors ça, c'est très incorrect, ce que je vous dis, mais c'est comme ça. Et c'est un mouvement sociétal évident, dont le pivot est en 2002, la loi de 2002. Jusqu'à 2002, c'était le principe de bienfaisance, principe éthique. Moi, médecin, je sais ce qui est bon pour vous,
Et je le fais même si vous n'êtes pas d'accord. C'est le mandarin des années 50, hein, voilà, c'est le patron, je vais vous opérer. Je vous fais une cicatrice des amygdales jusqu'au pubis, je trouverai bien quelque chose. Et puis, je sais ce qui est bon pour vous. Et la ferme. Et puis justement, pour lutter contre ce côté dit de bienfaisance, le principe d'autonomie, c'est-à-dire le droit des malades, loi de 2002, c'est le malade qui choisit. Alors, c'était un peu dur pour les médecins, parce que du coup, il a fallu qu'on se mette un peu en musique. Et le malade a des droits. Merde alors. Et le malade a le droit de dire non. Ça, c'est encore pire. Ben oui, bien sûr. Mais il ne faut pas qu'on aille non plus. Le malade a tous les droits. Parce que là, il embarque aussi des gens qui n'ont pas forcément envie d'être embarqués avec eux. Les survivants, ce que j'appelle les survivants, c'est sa famille. Les survivants, c'est les soignants. Et c'est là la limite. On ne pourrait pas faire autrement. On ne pourrait pas faire autrement. Je dirais, ben oui, malheureusement, il n'y a pas d'alternative. Mais il y a une alternative. Il y a une alternative qui est de l'ordre du soulagement. Et ce n'est pas facile. Et ce n'est pas toujours facile. Et tout le monde n'y a pas accès. En légalisant, on va faire beaucoup d'économies sur les frais de la santé. Il n'y a aucun problème. Et ce n'est pas la peine de se prendre la tête de mettre des USP partout. C'est clairement pas le problème. Merci. Si d'autres parmi vous souhaitent répondre aussi, hein, n'hésitez pas. N'hésitez pas. Sinon, autre question ici. Où il disait qu'il leur donnait une pilule justement à prendre pour décéder et qu'en fait il s'apercevait qu'il y avait très très peu un pourcentage de gens qui l'utilisaient. Donc ça prouve bien ce que vous faites comme travail, de dire les gens arrivent avec l'idée de mourir et repartent, ils repartent, même s'ils meurent après, je veux dire, ils reprennent goût à la vie en fait. Alors c'est pas très peu, hein, il y a quand même plus de 50% des patients qui le prennent. Hein. Il reste 30% des gens qui ne l'ont pas pris. Que 30%, je croyais que c'était... Mais on est quand même face à des personnes qui ont demandé quelque chose pour mourir, qui ont fait un acte proactif, qui in fine ne vont pas jusqu'au bout. Moi, j'ai jamais empêché les gens de se suicider. À la limite, et éclairons le débat. Là, aujourd'hui, on est dans un débat sociétal où derrière, vous écouterez bien ce qui va se dire, on parle d'aide médicale à mourir. On ne parle pas d'euthanasie, on ne parle pas de suicide assisté, on ne parle pas de kill pill, on parle de... Ça va être l'affaire des médecins qu'ils se débrouillent, les soignants, avec ça. Mais moi, je ne veux pas me débrouiller avec ça. Moi, à titre personnel, je ne veux pas. Et on est en train de parler des difficultés d'avoir des soignants en soins palliatifs. Sur les adhérents de la SFAP, donc de la Société française, il y a eu un sondage. Est-ce que vous êtes pour ou contre l'euthanasie? Bon, les adhérents de la SFAP, ce n'était pas très compliqué. Première question, 95% sont contre. Mais il y a quand même 5% qui ne trouvent pas ça bizarre. Bon, ok. Si jamais on vous demande d'euthanasie, est-ce que vous continuez? 45% des soignants s'en vont et disent « je change de métier ». Je fais partie de ces 45%. Et d'ores et déjà, moi j'ai déjà prévu mes arrières, je fais un diplôme, autre chose, etc. Pour, si un jour on me demande d'euthanasier mes malades, c'est pas une menace, c'est pas un machin, il y aura quelqu'un d'autre derrière moi, hein, c'est pas grave. Hein. Mais moi, fondamentalement, ça veut dire que je sais qu'on peut soulager des gens sans les tuer et qu'ils aillent jusqu'au bout de leur vie paisiblement, y compris au prix d'une sédation profonde et continue qui est pour moi la bombe atomique du soulagement. C'est-à-dire vraiment on fait dormir le malade et ça nous arrive exceptionnellement. Mais on a aussi cette arme-là. Et ben non, on va me dire ça suffit pas, il faut provoquer sa mort tout de suite. Eh ben je suis désolé, mais c'est sans moi. Oui, mais justement, le problème, l'euthanasie, c'est que, ce que vous avez dit tout à l'heure, il y a 200 000 personnes, c'est ça, qui n'ont pas accès aux soins palliatifs. Le risque, justement, c'est un peu ça, c'est que les gens se disent mais je souffre, donc personne ne s'occupe de moi, j'ai envie de partir. Je ne peux pas partir légalement, je pars par suicide, puisqu'il y a quand même des cas aussi. Donc la question, elle n'est pas facile, parce qu'on peut penser aussi, alors je parle comme un livre, l'euthanasie, on peut dire, bon, ça peut être très très encadré, c'est-à-dire le patient qui est bien sûr la base, la famille, les médecins autour. Est-ce qu'on a tous les éléments pour vraiment arriver à ce moment-là, s'il doit arriver? Peut-être. Mais le fait de ce manque de soins palliatifs, j'y reviens, je pense que c'est le gros problème actuel. Et l'euthanasie, voilà, on dit on peut euthanasier. Donc les personnes, c'est 200 000 personnes, mais moi je pourrais partir par euthanasie.
c'est bon, je n'ai pas besoin de soins palliatifs. Je pense qu'il y aurait le soin palliatif couvrirait, il n'y aurait peut-être pas cette question. Alors là, j'en sais rien, mais c'est moi ce que je ressens. Alors c'est à l'évidence une partie de la réponse. Si tout le monde avait accès à des soins, forcément que je pense que ça résoudrait une partie du problème. Et de mon point de vue, ça résoudrait le problème. Donc opposer les deux, enfin, bien sûr. Vous dites... Tiens, j'ai oublié ce que vous disiez après, j'ai oublié un truc. Tiens. Non, c'était vachement bien, hein, mais... L'euthanasie peut apparaître comme une solution à ceux qui n'ont pas accès aux soins palliatifs, c'est ça? Oui, c'est ça. Donc voilà, c'est la solution pour ceux qui n'ont pas accès. Bah, je vais vous dire, dans ces cas-là... Ça peut être encadré aussi, ça pourrait être encadré. Alors d'abord, c'est un peu définitif comme solution quand même. Hein, parce qu'il y a plein de gens qui n'ont pas accès, je sais pas, plein de trucs dans la vie. Heureusement qu'il y a des situations moins définitives, parce que là, c'est quand même la loi on-off. Hein, bon. Moi, ça me choque qu'une société telle que la nôtre trouve comme réponse à un manque de moyens organisé depuis 40 ans pour les médecins. Hein. Donc voilà, moi quand je suis sorti de la fac, on était 7500 médecins formés en France. Quand j'ai passé en première année. Alors, je peux vous dire qu'il en manque maintenant. Ma génération, on commence à voir là, le trou d'air. Hein. Donc le trou d'air, on est en plein dedans, donc c'est un truc qui a été organisé. Le principe étant, moins il y a de prescripteurs, moins il y a de dépenses. C'est ça le principe fondateur. Bon, on s'est rendu compte que ça ne marchait pas. Parce que moins il y a de prescripteurs, plus ils font n'importe quoi, parce qu'ils sont débordés. Voilà, donc finalement, et puis de toute façon, parce que la population vieillit, ce que personne n'avait vu venir, non, c'était un truc que personne n'avait prévu. Je veux dire, la pyramide des âges, c'est comme ça, quoi. Tu l'as découvert. Puis que la médecine coûte de plus en plus cher, personne ne l'avait vu venir non plus. Donc finalement, c'est pas une histoire de prescripteurs, d'avoir moins de prescripteurs. Voilà, c'était con au départ, mais bon, c'est la vie. Donc le fait de ne pas avoir de moyens et répondre avec cette organisation-là de la société et de la vie, c'est pour moi pas possible. Il faut mettre les moyens où il y en a besoin. C'est tout. Alors, on a juste combien de milliards de déficit budgétaire en France ici? Oui. D'accord. Donc moi, je veux bien. Moi, honnêtement, vous mettez tous les moyens sur les soins palliatifs, vous formez tous les médecins, machin. Alors d'abord, on n'aura pas assez de soignants aujourd'hui parce qu'on les a pas. Voilà, c'est clair. Moi, il y a des équipes en Charente qui sont constituées. Je pense à la Charente parce que là, il n'y a pas de médecins. On n'en trouve pas. Bon, donc c'est pas que ça. Et puis in fine, on est à 1500 milliards de déficit. Donc, je veux dire, des moyens, il en manque quand même beaucoup, quoi. Voilà, c'est pas que, il n'y a pas que du yaka faucon. Hein, je cherche des médecins, si vous voulez, vous inscrivez sur la liste en sortant. Question ici. Bonjour, excusez-moi. Juste une question au docteur Roche. Que pensez-vous d'une HAD qui rend le patient à l'hôpital sous prétexte que l'aidant est trop présent auprès du patient? Alors, je pense rien. Je pense que votre collègue, ma collègue qui est juste derrière vous pour avoir un avis sur la question, puisqu'elle est infirmière à l'HAD. Donc, je serai... Après, je sais pas, là, alors, évidemment que présenter comme vous le faites, ça... Je ne peux que dire que c'est n'importe quoi, de la part de l'HAD, hein, pas de votre part. Hein. Une HAD ou un service quelconque qui dirait qu'une famille est trop présente, ça ne peut pas coller. On est complètement d'accord. Qu'est-ce qui s'est passé dans votre cas particulier ou dans le cas que vous relatez, si ce n'est pas le vôtre? Évidemment que je l'ignore et c'est un peu difficile là, de vous faire une réponse. Donc qu'est-ce que j'en pense? Que c'est n'importe quoi? Qu'est-ce qui s'est passé précisément? J'en sais rien. Voilà, ça vous va comme réponse? À la limite, j'aimerais bien pouvoir en parler plus librement avec vous. Si même si je suis chef de pôle de médecine, je ne suis pas responsable de l'HAD, mais je ferai le relais auprès de mes collègues de l'HAD. Sans problème, on se voit à la fin. Aucun soutien, rien du tout, après tous ces événements qu'il y a eu. Pas de problème. Merci beaucoup. Écoutez, à moins qu'il y ait une dernière question en haut, ensuite on donne un mot de conclusion aux intervenants, et voilà. Oui, pardon. Bonsoir, une question pour Marine Mutis.
Concernant justement la lucidité terminale, j'ai bien compris les cas par exemple de coma où la personne va pouvoir recouvrir une certaine vigilance. Et je me posais la question, si ça existait, quand la personne a des troubles cognitifs, est-ce qu'il y a des choses qui peuvent réapparaître pour elle à ce moment-là ou pas du tout? Enfin, les différentes situations en fait, de malade, comment ça se manifeste peut-être cette lucidité à ce moment-là? Alors, effectivement, il peut aussi y avoir des regains au niveau cognitif. C'est pas que moteur. Par exemple, j'avais mentionné le cas d'un jeune homme dont j'ai rencontré les parents. Et lui, en fait, il avait un glioblastome, donc beaucoup aussi de déficit cognitif. Il était plus capable de se repérer temporellement ni spatialement. Il était plus capable de se nourrir lui-même parce que du coup, il était plus en capacité de faire le geste ni même en fait de reconnaître à quoi servait la fourchette ou la cuillère. Et pendant l'épisode qui a duré 2 jours, il a été capable de dire ben voilà, je sais à quelle date on est, je sais que dans moins d'une semaine je vais décéder. Il s'est nourri par lui-même, il a demandé certains aliments en particulier. Donc en fait, c'est des fonctions qui sont revenues. Alors ça, c'est un cas spectaculaire. Il y en a qui sont moins spectaculaires, mais il y a aussi des personnes qui, dans le cas de troubles neurodégénératifs, de maladies d'Alzheimer, pouvaient retrouver des souvenirs auxquels ils avaient plus accès depuis un moment dans des stades parfois avancés de la maladie. Donc oui, c'est aussi des choses qu'on observe au niveau cognitif. Voilà. Merci. Je propose à ceux qui le souhaitent de prendre la parole pour un dernier tour de table. Il n'y a pas d'obligation. Un mot de conclusion? Non? Vous avez beaucoup parlé? Non? C'est bon? Annie, elle n'a pas pris la parole encore ici. Je voudrais juste dire qu'en fait, justement, ça m'a fait beaucoup réfléchir d'entendre le docteur Roche sur l'euthanasie et le choix du patient. Personnellement, j'ai accompagné mon père qui était condamné, il avait un cancer des os, et il était condamné à 2 mois de survie. Et il est mort 2 ans après. Et durant ces 2 ans, en fait, il a vécu des choses très profondes, très très intenses. Et on a fait beaucoup de choses. Justement, j'ai découvert plein de choses grâce à ça, parce que pour vouloir l'aider, on cherchait tout ce qu'on pouvait faire. Tout ce on pouvait l'aider aussi sur la douleur. Alors il n'y avait pas les soins palliatifs, ou en tout cas on lui a pas proposé. Et donc, ça a suscité beaucoup de réflexions, de recherches pour lui et puis pour la famille, en fait. Et c'était 2 années vraiment très, très riches. Voilà, donc c'est juste, ça me fait réfléchir, et je me souviens finalement de ça. Et je me dis, bah oui, je suis bien d'accord avec tout ça. C'est important quand même tout ce qui peut se passer justement avant la mort, avant le départ, c'est très important, il ne faut pas le négliger. Voilà, et puis je suis très contente aussi aujourd'hui, du coup j'en profite pour, très contente qu'il y ait justement, moi, des associations comme nous, et que les médecins aient accepté de côtoyer des associations comme nous. Je les remercie, parce que je trouve que c'est très riche, en tout cas pour moi c'est très riche. Merci. Voilà. Merci. Oui, le temps dont tu parles, c'est un temps probablement nécessaire. Et il y a beaucoup de témoignages qui vont dans ce sens-là. Alors, avec Isabelle, on pense qu'il y a eu beaucoup d'informations. On propose de finir un peu plus tôt que prévu, si vous êtes d'accord. En tout cas, grand merci à tous les intervenants, et puis à vous tous. Je trouve le mot de la marraine de l'association Supréniro, les derniers mots très parlants pour cette journée. Il y a certainement de très beaux instants à vivre jusqu'au bout. C'est en tout cas l'énergie que je vous souhaite de pouvoir amener après cette journée qui a été riche d'informations, en questions. Merci à tous ces intervenants qui ont partagé le même plateau, aussi différents dans leur activité, mais toujours unis au bien-être des gens et surtout au service de la vie.
Si vous avez aimé cette journée, n'hésitez pas à nous soutenir pour nous permettre de créer d'autres événements. Vous pouvez le faire puisque nous sommes reconnus d'intérêt général et avoir une attestation fiscale. Donc vous pouvez nous faire un don. Et puis sachez que cette journée a été entièrement filmée par Misaru Film, Julien Beder, donc, qui est un vidéaste de Saint-Macaire. Et donc, ces films que vous pourrez voir sur notre chaîne YouTube. Donc, n'hésitez pas à partager ces vidéos et les regarder à nouveau. Voilà, je vous remercie à tous.